avec une participation qui est quand même pas négligeable puisque c'était 61%. Alors, c'est un score, un résultat évidemment sans appel. Est-ce que le gouvernement va en tenir compte? C'est pas évident. Écoutez ce qu'en disait Elisabeth Borne, la ministre des Transports. C'était ce matin sur Europe 1. Pour elle, ce qui compte, c'est plus le vote du Parlement que celui des cheminots. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Les syndicats qui ont voulu organiser ce vote ont fait une sorte de pétition contre la réforme. Donc, je pense que c'est bien une pétition. On est sur une réforme qui, bien sûr, concerne les cheminots, mais qui concerne tous les Français. Et donc le vote, il se passe au Parlement. Je pense qu'on ne peut pas s'asseoir sur le fait que 80% des députés ont voté le projet de loi à l'Assemblée le mois dernier. Et donc le débat va se poursuivre au Sénat. Il démarre aujourd'hui en commission au Sénat. Et moi, je voudrais peut-être dire aussi que je ne trouve pas très responsable les syndicats qui voudraient laisser croire que la réforme pourrait ne pas se faire. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Vous pouvez voter sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag point de vue, pour savoir si, selon vous, le gouvernement, ou plutôt pour nous dire si, selon vous, le gouvernement doit ou non tenir compte du référendum porté par les syndicats de la SNCF. Erwan Le Nohan, c'est une forme de démocratie directe. Ce vote, le gouvernement devrait en tenir compte? Je ne pense pas qu'il doit en tenir compte dans son projet et l'issue du projet qu'il veut lui donner. Il doit, de fait, entendre qu'il y a eu un mouvement de protestation au sein de la SNCF et que, j'écoutais vos chiffres, que la participation n'était visiblement pas nulle. Bon, mais ça peut lui donner un indicateur de la tension sociale à l'intérieur de l'entreprise. Mais je ne crois pas que dans les projets qui viennent, dans les moments qui viennent, le sujet du gouvernement soit de satisfaire cette demande. Il a un projet qui est un projet gouvernemental, qui est le projet qui est connu depuis un moment, qui a été voté par le Parlement. Maintenant, il doit faire avancer ce projet, parce qu'il est là en tant qu'actionnaire, en tant que représentant de l'État, et donc des intérêts plus larges que celui des cheminots, quand bien même ils auraient été plus nombreux à voter. Et c'est ça qui doit primer. C'est le principe de la démocratie, il est celui-là. Georges Kuzmanovic, quelque chose me dit que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce point de vue. Non. Mais c'est plutôt les gouvernants que nous avons et ceux derniers qui n'aiment pas trop les référendums. Ça a déjà été prouvé en 2005. L'argument utilisé par Elisabeth Borne, qui a travaillé depuis 30 ans à ce pacte ferroviaire européen, parce que vous avez dit que c'était un problème hexagonal. Non, c'est un problème l'ouverture à la concurrence, c'est européen. Là, ce qui est proposé par Macron, il n'a rien d'original. C'est le pacte ferroviaire européen qui a été voté il y a 15 ans au niveau de l'Europe. Donc c'est une adéquation à la législation européenne. Et il y a le souci que, justement, c'est là qu'il y a une incompréhension. Les cheminots ne s'opposent pas à des éléments de l'accord. Ils s'opposent à la logique qui est celle du pacte ferroviaire européen, qui est celui de la privatisation des transports. Et puisque l'argument... Le gouvernement a promis que le capital resterait 100% public. Ça s'appelle la privatisation. Si vous avez un monopole d'État, vous n'avez pas de mise en concurrence puisque c'est un monopole d'État. Mais si, c'est rationnel. Mais privatisation ne veut pas dire monopole. Et l'argument utilisé... Privatisation ne veut pas dire monopole non plus. Vous avez plein d'entreprises publiques qui sont en concurrence, plein d'entreprises privées qui sont en monopole. Pour que ça reste national et organisé au niveau national. Maintenant, Elisabeth Borne utilise l'argument de Pépi qui dit non mais c'est un problème qui concerne l'ensemble des Français, on ne peut pas avoir juste un petit vote. Bon, petit vote, vous l'avez quand même dit, c'est 61% des cheminots, c'est-à-dire à peu près 90 000 personnes. Mais qu'ils le fassent, le référendum national. Mais on est à 100% pour. Mais ils n'oseront jamais, parce qu'ils savent très bien ce qui se passera avec ce référendum national. Peut-être qu'on n'arrivera pas à 94% contre ce pacte ferroviaire, mais 60, 65, largement. Il y a un soutien populaire contre la casse des services publics, le ferroviaire, mais aussi les hôpitaux, mais aussi la police, les pompiers, l'armée, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, à Figaro Live, nous n'avons pas peur de solliciter le peuple et d'organiser nos propres référendums. Georges Kuzmanovic, donc on a demandé à notre tweetos, c'est vous, est-ce que vous considérez que le gouvernement doit tenir compte de ce référendum? Eh bien, c'est non, pour l'instant, à 66%. Je conviens avec vous que ça n'est pas exactement un sondage, c'est sur la base du volontariat. Un tiers de ceux qui volontairement votent au Figaro sont contre ce pacte ferroviaire. C'est bien ce que je vous disais. On gagne. C'est sur la base du volontariat. Mais c'est vrai que
je regarde les chiffres avec intérêt. Ça veut dire que parmi les lecteurs, les auditeurs du Figaro, qui nous retrouvent dans ce rendez-vous notamment, il y a quand même 34% des personnes qui sympathisent avec cette colère populaire portée aujourd'hui par les syndicats. Donc ça veut dire... Colère nationale. Oui, mais ça veut dire, à mon sens, qu'effectivement, le diagnostic de Georges Kuzmanović n'est pas faux, c'est-à-dire qu'il y a probablement une légère majorité sociologique de Français, droite et gauche confondus naturellement, hein, qui sont plutôt réticents envers ce que Macron projette de faire sur la durée de la SNCF. Néanmoins, je lui objecterai tout de suite à Georges Kuzmanović, malgré l'amitié qu'on peut avoir pour ses prises de position. Il y a une logique politique. Quand vous êtes élu sur un programme. Emmanuel Macron a été mandaté par le peuple français, que ça vous plaise ou pas, pour faire ce type de réforme. Et on peut reconnaître, et là, vous voyez, l'impartialité m'oblige à reconnaître que dans cette affaire de la SNCF, il est conséquent. C'était pas dans le programme. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, c'était dans le package global de ces réformes. On est d'accord. Et donc, oui, non, mais d'accord. Mais avec 55% d'abstention. Pardon, mais oui, non, mais d'accord. Je vois très bien la logique dans laquelle s'inscrit votre formation politique. C'est une logique de la démocratie. Votre formation politique s'inscrit dans la logique du Front National après l'élection de Hollande, c'est-à-dire le délégitimer. Mais ne délégitime pas Macron. Il a été élu par 65% des votants ce jour. Ça s'inscrit dans la logique que les Français s'opposent au pacte ferroviaire. Pardon, il a été élu par 65% des votants ce jour-là. Et il a un programme qui est effectivement un programme de libéralisation, c'est incontestable, qui fait d'ailleurs le bonheur d'une grande partie de la droite française, vous le savez, Guillaume. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens le soutiennent, y compris parmi des électeurs de droite, qui reconnaissent sa cohérence et surtout son endurance. Car après tout, il aurait pu se décourager, il aurait pu dire bah oui, on va tout changer, non mais pas du tout, cette réforme on l'amènera pas jusqu'au bout, on va faire une concertation avec vous. Ils le font pas, ils sont droits dans leurs bottes. Il y a une certaine cohérence politique que l'on peut saluer. Alors, je vous donne des points de vue d'internautes. Fiven nous dit, Elisabeth Borne a tout à fait raison, c'est l'argent du contribuable qui est en jeu, donc cela concerne tous les Français, tandis qu'Alain nous dit que ce référendum de la SNCF n'a aucune valeur, mais il montre que son personnel n'est pas pressé de changer de statut. Et alors que Louis nous dit une grève des cheminots prolongée peut-elle entraîner une faillite de la compagnie ? Je pense que la vérité, c'est que la SNCF perd structurellement de l'argent. Elle aurait été en faillite depuis longtemps si l'État ne la soutenait pas. Mathieu Bocoté, qu'est-ce qu'au Québec on pense de cette passion française pour le référendum? Sur le référendum, je dirais plutôt qu'on a d'abord une opinion sur la passion française de la grève, généralement. C'est-à-dire il y a cette idée, c'est une formule qui revient souvent, lorsque les Français voient leurs droits contestés, ils descendent dans la rue. Alors certains applaudissent en disant « voilà un peuple qui défend ses droits », d'autres disent « voilà un pays irréformable ». Donc il y a les deux opinions, selon que vous soyez plus à gauche, plus à droite, les deux opinions, on les entend. Cela dit, ce qui est certain, c'est que partout, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un moment libéral en Occident. Donc il y a eu Mme Thatcher, il y a eu d'autres circonstances, il y a eu ce moment où on cherche d'une manière ou l'autre à réformer l'État social de manière accélérée. Reagan, oui. Schröder. Voilà. Alors, dans de telles circonstances, accorder à une catégorie de la population un droit de veto sur la réforme qu'on lui propose, c'est se condamner à l'immobilité. Qu'on soit d'accord ou non ensuite avec la réforme, c'est autre chose. Mais si on dit vous avez un droit de veto, on propose à l'ensemble de la nation la réforme du statut de telle catégorie professionnelle, de tel programme social. Si chaque petit groupe peut dire nous nous y opposons et on a un droit de veto sur la contestation de nos droits, de nos privilèges, eh bien le pouvoir est impuissant. Et de ce point de vue, on devrait se rappeler que la légitimité issue de l'élection n'est pas une légitimité nulle et on peut contester un gouvernement sans contester son droit d'appliquer son programme, à tout le moins l'orientation générale qu'il propose. En complément de ce qui a été dit, je crois qu'il y a quand même un élément qui est révélateur dans ces tensions autour de la SNCF et qui, à mon sens, sont peut-être une faiblesse ou un point aveugle du gouvernement depuis qu'il a été nommé, c'est qu'une réforme, ça fait nécessairement des victimes. Ça fait nécessairement des victimes, surtout les réformes de libéralisation, et je les défends à 200%. Mais ça déstabilise des gens. C'est des gens qui avaient un mode de vie, un mode de travail qui va changer. Et je crois qu'à mains égards, et peut-être sur la SNCF, le gouvernement a manqué l'instinct de pédagogie sur certaines réformes pour expliquer aux victimes, aux gens pour qui ça allait changer négativement de leur point de vue, comment ils allaient s'y retrouver ensuite. Sur la SNCF, moi je me souviens des premières interventions de la ministre Elisabeth Borne, c'était aborder tout d'une manière très comptable.
Or, et là je vous rejoins assez étonnamment, c'est qu'on ne réforme pas la SNCF pour des réformes, pour des questions comptables. C'est pas ça qui va emporter l'adhésion. On réforme parce qu'on veut un meilleur service public. Et je suis convaincu que la libéralisation apportera un meilleur service public. Donc je pense que sur ce sujet-là, sur le sujet de la SNCF, ils ont manqué de 2 messages. Un message aux victimes en partie, et c'est vrai de plusieurs réformes, et une vision sur le service public. C'est là où je vous rejoins, c'est que je trouve que c'est un discours qui manque un peu trop dans le gouvernement. Deux points de vue, oui, je vais vous donner la parole. 2 points de vue d'internautes. Johan qui nous dit il n'y a qu'en France qu'un service public soit autant à la traîne. Tandis que Patrick V revient de Tokyo et il nous dit là-bas on faisait la grève en travaillant, mais les clients pouvaient voyager gratuitement et tous les trains roulaient. Georgi Kuzmanovic, ça fonctionne quand même mieux au Japon qu'en France. Les trains roulent même en grève. C'est une technique de grève totalement différente et une culture différente, une société différente. On ne compare pas les pommes de terre et les carottes. Et au Japon, on ne sait pas qui sont les carottes, tout le système système ferroviaire a été privatisé de manière d'ailleurs absolument pas comme celle prévue par l'Union européenne, après avoir été entièrement financé par l'État et construit par l'État. Mais on ne va pas rentrer dans les détails du fonctionnement du système ferroviaire japonais. C'est juste pour faire une remarque générale. Je mets complètement en porte-à-faux par rapport à ce que vous dites. C'est l'argument du gouvernement de dire que c'est un petit groupe qui défend des droits et des privilèges. Effectivement, dans le cadre du pacte ferroviaire, vous avez un petit groupe, c'est quand même large, les cheminots en France, qui vont défendre leur statut, mais aussi le statut de ceux qui vont être recrutés après. Mais ce n'est pas tellement ça le cœur de ce qui se passe et des manifestations et de ce référendum. C'est que par ce petit bout-là, qui est les transports ferroviaires, ils défendent la logique du service public et la logique sur laquelle a été construite la République française après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance. Et c'est ce compromis entre la bourgeoisie, entre le grand patronat et les ouvriers pour construire quelque chose où on a un service public fort et pour laquelle la droite, je suis désolé ici de le dire, mais avec le général de Gaulle s'est battu fortement, des services publics forts, une politique du plan pour orienter et renforcer l'économie. Mais vous savez ce que c'est une gauche moderne? C'est une gauche qui accepte d'actualiser un compromis de classe. Un compromis de classe peut être actualisé, mais il n'est pas figé dans le marbre pour toujours. Il faut savoir terminer une grève, les gens, bien sûr, mais là, les citoyens, et ce n'est pas une question exclusivement, je répète, du ferroviaire, veulent défendre les services publics, les hôpitaux et tous les autres services publics. S'ils sont attaqués aussi fortement par les néolibéraux, il y aura des conséquences graves dans ce pays. Merci. On pourrait ajouter qu'il y a quand même 2 tiers des Français qui, selon les sondages, soutiennent la réforme, mais ça nous emmènerait trop loin. Donc, on change de sujet. Effectivement, il n'y a pas eu de référendum là-dessus. Vous connaissez sans doute maintenant le visage de la présidente de l'UNEF pour l'université Paris 4. C'est une jeune femme qui est voilée. Elle fait la une de Charlie Hebdo de cette semaine. Bon, comme toujours chez nos confrères, c'est la grande délicatesse. Mais en tout cas, ça montre que cette histoire fait réagir beaucoup de gens. Alors, je vous propose d'abord d'écouter Mariam Pouchtou, puisque c'est le nom de cette jeune femme. Elle ne comprend pas qu'on puisse s'offusquer qu'elle porte un voile islamique. Regardez. Mon voile n'a aucune fonction politique. C'est ma foi. Après, oui, c'est visible, mais ce n'est pas pour autant du prosélytisme. Ça a pris une ampleur telle que j'ai presque devoir me justifier de mon choix, alors que je ne devrais pas. Moi, je porte le voile par choix, par conviction religieuse, mais dans le respect de la loi, dans le respect d'autrui. Donc à partir de ce moment-là, le débat ne devrait même pas se poser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté des responsables politiques de plusieurs bords, on est quand même très gênés, alors qu'en général, on dit c'est un sujet qui ne nous concerne pas. Regardez la gêne, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise. Il était dimanche dernier au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. C'est comme si, je ne sais pas moi, j'arrivais avec une énorme croix. Bon, bah, j'ai connu ça, moi, dans ma jeunesse. Il y en avait qui portaient ça, on leur disait, écoute, c'est bon, quoi. Tu en mets une plus petite, ou en tout cas, quand tu vas parler en notre nom, tu ne mets pas ça. On est dans un moment où la religion devient de plus en plus ostentatoire. Dans le syndicalisme, il doit y avoir une mise à distance de l'engagement politique ostensible et de l'engagement religieux ostensible. Georgi Kuzmanovic, est-ce que vous partagez l'avis de votre patron? Enfin, je ne sais pas si c'est votre patron, Jean-Luc Mélenchon, c'est le patron de votre parti, en tout cas. Ça ne se présente pas de cette manière-là, mais je suis d'accord avec sa position. Je ne vois pas en quoi elle serait gênée ou problématique. La loi autorise, certains utilisent la laïcité pour critiquer le fait qu'on porte le voile. Or, la loi autorise le port du voile. Mais on peut défendre le choix de Mariam Pouchtou de porter le voile
tout en même temps, personnellement, en critiquant cette manière de faire et l'impact que ça a sur la société, en particulier quand on est un représentant politique ou syndical. Alors, surtout très à gauche, quand même, ça fait un peu tousser. Oui, mais bon, ça ferait encore plus tousser si c'était quelqu'un de droite. Bon, ça serait très... C'est vrai. Ça peut arriver. Il y a des choses bizarres qui arrivent en ce moment. Mais ça ferait beaucoup tousser, oui. Voilà, elle est une représentante syndicale et nous considérons que ce n'est pas un espace pour porter ce voile qu'elle peut porter, si elle le souhaite, dans l'espace privé. Donc on la défend contre les attaques qu'elle subit, parce qu'il y a une série d'attaques d'une violence complètement disproportionnée. Les identitaires d'extrême droite en profitent pour taper largement au-delà. C'est parfaitement inacceptable. Voilà, maintenant, est-ce que... Alexis Lacroix. Alors, c'est une affaire absolument passionnante, car elle révèle que les Républicains, au nombre desquels se situe actuellement, par cette prise de position récente, Jean-Luc Mélenchon et son parti. Il faut être clair là-dessus. Ils ont une position courageuse, ils ont une position claire, ils ont une position mesurée. Pour le coup, je ne peux que donner raison à la France insoumise. Eh bien, les Républicains, cher Guillaume, c'est très grave, car ils sont pris de plus en plus en tenaille entre deux discours impossibles. Le discours, je l'appelle dans un livre que j'ai fait récemment, que vous avez cité, islamo-gauchiste, je persiste et signe, c'est de l'islamo-gauchisme. Il y a aujourd'hui, parmi les défenseurs de cette jeune femme, des gens qui sont inspirés par l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce que vient de dire Georget, ce que vient de dire Mélenchon, dans le sujet que vous avez passé, c'est déjà de la République répressive. Ça, c'est inadmissible, parce qu'effectivement, je pense comme eux, je pense comme Mélenchon, je pense comme Laurent Bouvet, que lorsqu'on est une syndicaliste, représentante a priori d'un mouvement qui est réputé pour son progressisme, il faudrait d'ailleurs vérifier, mais enfin... On ne met pas son voile en bandoulière, on ne porte pas sa religion en bandoulière. Ça, c'est fondamental. Si on est réellement républicain, on a le raisonnement de Mélenchon. Et donc là, pour ça, bravo Mélenchon. Mais attendez, il y a une double tenaille. C'est que de l'autre côté, malheureusement, et ce n'est évidemment pas ce qu'a fait Laurent Bouvet a été courageux, Laurent Bouvet... Dans le Figaro Vox, mais oui, il a fait une association d'idées sur un tweet, et ensuite il s'est exprimé dans le Figaro Vox grâce à nos amis de Vecchio et compagnie. Il a eu raison, et il faut absolument le défendre. Mais malheureusement, face à lui, il y a qui ? Il y a des identitaires qui vont exploiter cet événement pour dire il y a une salafisation rampante et l'ensemble de la classe politique française est couché devant. Ça, c'est inadmissible car ça n'est pas vrai. D'ailleurs, si on en juge par comment les cartes sont rebattues, on voit bien qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gauche. C'est-à-dire qu'il est faux de dire que la classe politique, et en particulier celle de gauche, serait, complètement démissionnaire face à la salafisation. La réaction que vous avez citée de Mélenchon est là pour prouver le contraire. Mais ce qui est très grave, c'est que le parti républicain, au sens large du terme, est pris dans une double tenaille. Oui, pas les républicains invoqués. Les républicains, ceux qui défendent la laïcité républicaine. Ils sont pris dans une double tenaille. Et donc il faut se battre pour défendre Laurent Bouvet, mais pour répondre aussi aux identitaires. En même temps. Alors, question Twitter que nous vous posons. Selon vous, le port du voile de la présidente de l'UNEF à la Sorbonne est-il contradictoire avec les valeurs du syndicat étudiant ? Vous répondez oui à 68% pour l'instant. En tout cas, Zigo32 n'est pas d'accord. Il dit on aimerait pouvoir afficher sa religion. Ça fait du mal à qui, objectivement ? Tandis que 34 nous dit depuis fin 2015, il y a un vrai problème à l'UNEF où certaines assemblées générales sont... excusez-moi, il y a tellement de réactions que j'ai perdu celle-là, où certaines assemblées générales, se sont alliées avec les étudiants musulmans de France. Mathieu Bock-Côté. Alors moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est d'abord tout le discours de la jeune femme, qui nous dit fondamentalement, on est devant un exemple type d'instrumentalisation de la logique des droits de l'homme et des droits de l'individu par certains communautarismes, par une forme d'islam politique qui ça avance des revendications donc collectives, communautaristes, inquiétantes, met les masques dans le langage des droits de l'homme et nous dit, finalement, il n'y a rien à voir, je ne fais qu'affirmer une préférence spirituelle privée dans l'espace public. Et donc, on voit de ce point de vue comment la capacité de résistance, quelquefois, tombe devant quiconque utilise le logiciel des droits de l'homme. Bon, Deuxièmement, ce qui est fascinant dans son discours, c'est lorsqu'elle nous dit aussi vous n'avez pas à vous prononcer sur la question. Elle dit j'ai le droit d'afficher les signes religieux très ostentatoires, mais vous n'avez pas le droit de le remarquer, vous n'avez pas le droit de vous questionner sur la signification
politique et culturelle de ce signe religieux. Vous n'avez pas le droit de réfléchir à ça parce que c'est déjà de l'islamophobie d'une certaine manière. Elle nous dit, j'ai le droit de le porter, donc comment avez-vous le droit de poser une question? Et on aurait le droit de lui répondre, pour le dire ainsi, que nous avons le droit de nous questionner sur la signification politique et religieuse des signes religieux ostentatoires dans l'espace public. Donc, il y a une forme de logique de censure, de politiquement correct, particulièrement pernicieuse dans les circonstances, c'est-à-dire, je vous impose ce signe qui relève, à mon avis, de l'islamisme, à tout le moins de l'islam de combat, et au même moment, je vous interdis de le remarquer, c'est exceptionnel, c'est-à-dire je suis ostentatoire et au même moment, je vous fais taire, ne voyez pas ce que je vous montre. Parce que le procès qui a été réservé à Laurent Bouvet depuis la semaine dernière est un procès scandaleux. Le mot stalinien, d'ailleurs, est même en deçà de la gravité, puisque, effectivement, elle brandit ce voile dans l'espoir que quelqu'un s'en saisisse pour dire, mais quand même, c'est un peu bizarre qu'un syndicat progressiste soit représenté par une jeune femme comme ça. Quelqu'un s'en saisit, c'est un intellectuel, c'est Laurent Bouvet, un universitaire, et évidemment, on lui tombe dessus depuis ce syndicat notamment, pour dénoncer son islamophobie. Mais de quelle islamophobie s'agit-il? Merci Alexis, on va demander à Erwan Lenan son point de vue sur ce sujet. Non, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Oui. Effectivement, je pense que, et ça me semble important de le rappeler, ce que vous disiez, elle a le droit de porter le voile, la laïcité n'impose pas la neutralisation de l'espace public. Pour autant, comme vous le disiez à l'instant, on a tout à fait le droit de s'interroger sur le symbole que ça représente, parce qu'elle est syndicaliste, quand bien même d'ailleurs elle ne le serait pas, on pourrait aussi se le demander. Avoir des droits n'interdit pas d'avoir un débat public. Et justement, moi je constate que ce débat public sur les questions d'islam notamment est hystérisé à un point qui ne me semble pas refléter une société française très apaisée, contrairement à ce qu'on avait pu voir. Hystérisation, non. La gauche égarée, qu'est-ce que c'est que la gauche égarée dont avait parlé Valls lors d'une polémique célèbre avec Plenel? La gauche égarée, c'est cette partie du camp progressiste qui pense qu'il n'y a rien à redire à l'islamisme. Vous voyez, donc il n'y a pas d'hystérie de la part des Républicains. Il y a le constat que le cancer de l'abdication face à l'islamisme a progressé dans des rangs entiers du progressisme. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'on a, en dépit d'années et d'années de débats sur le voile et l'islam, qui, je ne sais pas si on était bien posés ou pas, on n'a toujours pas trouvé de manière relativement apaisée de traiter ce sujet. Et dès qu'il est évoqué, d'une manière ou d'une autre, ça explose. Mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas pour moi la faute des Républicains. Mais j'aimerais noter juste un mot là-dedans, sur le courage de Laurent Bouvet dans les circonstances, parce qu'il faut voir la campagne sur les médias sociaux qui est dirigée contre lui. Ça consiste à bien des égards à lui mettre une cible dans le dos. Et on le désigne comme islamophobe. On sait ce qui est arrivé à d'autres figures qui ont été désignées comme telles dans l'espace public lorsqu'ils critiquaient l'islamisme. Alors, dans les circonstances, aujourd'hui, il y a une espèce de pression sociale, médiatique, technologique qui plane et qui consiste à dire, on chuchote à l'oreille de chacun, si tu te prononces sur ces questions-là, vois bien ce qui peut t'arriver. Alors, quelqu'un qui décide de se prononcer publiquement dans les circonstances, en sachant que ça peut entraîner des conséquences très graves, je dis chapeau, il y a du vrai courage. On va pas se mentir, Guillaume. Non, mais on va pas se mentir, on est dans un lieu de liberté grâce à vous. Il y a une partie de la presse, du Monde à Huffington Post, qui est avec les lyncheurs de Laurent Bouvet. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont intégré, alors ce n'est pas forcément des journalistes qui eux-mêmes mais ils ont intégré qu'il était coupable de déviance idéologique. Et ils relaient ça. Et donc ça, c'est très grave aussi. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Alexis Lacroix, en tout cas pour ce sujet, car l'émission n'est pas terminée. Nous vous avons demandé s'il y avait des thèmes dont vous aviez envie de parler et qu'on n'avait pas forcément mis au sommaire. Mathieu Bock-Côté, comme c'est vous qui venez de plus loin, on commence avec vous. Vous voudriez réagir à cette partie du discours d'Emmanuel Macron prononcé hier à propos du plan banlieue, qui donc n'existera pas, mais en tout cas la réaction du président de la République aux propositions de Jean-Louis Borloo pour les banlieues. Et le président a dit, écoutez, ce ne sont pas deux mâles blancs, sous-entendu Borloo et moi, à monter un plan, puisque nous, on ne vit pas en banlieue. Regardez. Et cette philosophie d'action, elle nous conduit à changer de méthode. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui me conduit à vous dire, je ne vais pas vous faire un plan parce que, puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant, on m'a remis un plan, je l'ai découvert. C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce que vous avez contre les mâles blancs? Moi, rien. Surtout de plus de 50 ans. Mais de plus de 50 ans, c'est grave. Mais non, je vois le président de la République dans les circonstances utiliser un vocabulaire qui est celui, il faut